C'était un jeune couple, uni face au monde. Elle était amoureuse et elle avait l'air heureuse. Mais il y avait quelque chose chez lui que je n'aimais pas. J'avais peur de mon père. Un rien le mettait en colère. Il voulait tout contrôler. Ma sœur et moi, on pensait que son comportement était normal. Ce n'était pas sa femme, c'était sa chose. Et il était hors de question que qui ou quoi que ce soit la lui retire. Ce qu'il a fait était cruel, atroce. Ma sœur Jenny et moi, on était très proches en grandissant. On avait seulement 1 an et demi d'écart. Je me souviens qu'on enfilait nos patins pour aller à l'école primaire et que notre chien Freckles, un grand dalmatien, nous tirait sur les trottoirs. C'est l'un de mes plus tendres souvenirs d'enfance. On était inséparables. Quand j'avais 11 ans et que ma sœur en avait 9 et demi, nos parents se sont séparés et on a déménagé dans le Maryland. Je n'avais pas de très bons rapports avec ma mère. Donc, je suis retournée vivre en Californie, chez mon père. Avec ma sœur, on s'appelait et on s'envoyait des lettres. Puis, elle a rencontré Michael. Elle était très jeune. Elle devait avoir dans les 14 ans. La première fois que j'ai rencontré Michael, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose chez lui que je n'aimais pas. Même si je n'ai jamais su dire ce que c'était. Je le trouvais immature et très vantard. Certaines personnes se sentent supérieures aux autres et pensent être le centre du monde. Et Michael était ce genre de personne. Mais je pense qu'il comblait un vide dans la vie de ma sœur. Un vide qu'elle cherchait désespérément à combler. Elle était amoureuse et elle avait l'air heureuse. Jenny est partie avec Michael à l'âge de 15 ou 16 ans, lorsqu'elle est tombée enceinte. Ma mère, même si elle n'approuvait pas cette grossesse, avait accepté la situation. Mais Jenny est partie vivre chez les parents de Michael, en Virginie. J'ai rencontré son père quelques fois. Il était très bourru. C'était un père strict. Sa mère, elle, était très dévouée. Elle servait le dîner tous les soirs. Elle veillait à ce que la maison soit bien tenue. Jenny avait l'air de s'y sentir bien. Ils construisaient leur vie à deux. Ils allaient camper, ils sortaient. C'était un jeune couple, uni face au monde. Et de l'extérieur, ils avaient l'air épanouis. Puis, au bout d'un moment, elle a commencé à évoquer des difficultés. Michael ne trouvait pas de travail, elle non plus. Donc je lui ai dit, viens en Californie. Vous trouverez tous les deux du boulot ici. À l'époque, je vivais chez mon père. C'est lui qui leur a payé le billet d'avion pour qu'ils puissent venir en Californie avec leur bébé. Au bout d'à peine un jour ou deux, Michael donnait l'impression d'être très perturbé. En réalité, Michael était un vrai fils à maman. Il ne supportait pas d'être éloigné de sa mère.
Très vite, il a voulu rentrer chez lui. Donc, au bout de 2 ou 3 jours seulement, ma sœur nous a annoncé qu'il repartait. Il fallait qu'il rentre chez sa maman. Une dizaine d'années plus tard, Melissa est venue au monde. Et avec 2 enfants, la pression financière est devenue plus forte, bien sûr. Ma mère enchaînait les petits boulots. Elle a travaillé dans une pizzeria, puis dans un restaurant mexicain. Puis elle a fini par suivre les traces de ma grand-mère en travaillant dans un centre de soins palliatifs. Elle travaillait d'arrache-pied. Elle a poursuivi ses études et obtenu son diplôme d'infirmière. C'était ce qui la passionnait. Michael, lui, n'a jamais réussi à garder un travail bien longtemps. Chaque fois que je parlais à ma sœur, elle me disait qu'il s'était encore fait renvoyer ou qu'il avait démissionné. Elle devait donc subvenir seule aux besoins de sa famille. Et c'était très dur pour elle. À côté de son travail, elle cumulait les petits boulots. Elle faisait des déclarations d'impôts et de la vente de produits cosmétiques à domicile. Mon père a pris sa retraite, entre guillemets, assez tôt. Il travaillait comme agent de maintenance dans des hôtels et prétendait s'être blessé au pied au travail. Je ne l'ai jamais vu boiter. Mais officiellement, c'est pour ça qu'il est parti à la retraite. Après ça, il vivait comme un ermite. Il passait ses journées dans le garage, à traîner sur eBay. Il achetait des tupperwares des années 70, des figurines des Beatles, des disques, que des choses dont il ne se servait jamais. Il avait plusieurs guitares et une énorme collection d'armes à feu. Il ne supportait plus la présence de qui que ce soit. Il ne prenait même plus ses repas avec nous. Il passait ses journées et ses nuits à traîner sur eBay. Rien d'autre. Il dépensait sans cesse. Et il achetait juste pour acheter. J'ai commencé à me dire que c'était peut-être une histoire de contrôle. Il a grandi avec un père très autoritaire qui contrôlait absolument tout. Et le fait de contrôler les dépenses de la famille, ça lui redonnait du pouvoir. Il ne travaillait plus depuis des années. Et contrairement aux hommes de son âge, il ne subvenait pas aux besoins de sa famille. Et quand on n'a plus d'estime de soi, c'est dur d'avancer et de se relever. Et je pense qu'il a simplement fini par reproduire ce qu'il avait connu avec son père. Il n'avait jamais eu d'autre modèle. Mon mari et moi, on a décidé de quitter la Californie et de s'installer sur la côte Est. Et ma sœur a proposé de nous héberger chez elle quelque temps. Quand j'étais chez elle, je les entendais souvent se disputer. C'était surtout Michael qui lui criait dessus. Et ma sœur qui essayait de le calmer. Ça se produisait très souvent, quasiment tous les soirs. À partir de ce moment-là, tout le respect que j'avais pour Michael a disparu. Pour moi, il n'était qu'un bon à rien. C'était comme s'il n'y avait pas d'amour entre eux. Il ne manifestait aucune tendresse envers elle, uniquement de la violence. Il avait une attitude très irrespectueuse envers elle. Il la poussait contre les murs et il l'humiliait dès qu'il en avait l'occasion.
Ma sœur et moi, on en a un peu discuté, mais je sentais qu'elle ne voulait pas en parler. Je savais que la situation était difficile pour elle, mais j'ignorais à quel point. Une nuit, quand j'avais 4 ans, j'ai entendu des cris de terreur. Il avait attrapé ma sœur par la nuque et avait cogné sa tête contre le cadre du lit. Ma mère était assise dans les escaliers. Elle maintenait la tête de ma sœur. Je l'entendais lui dire « Ça va aller, ma chérie, reste calme, le temps que les secours arrivent. » Je ne sais pas si ma mère a choisi de ne pas porter plainte contre lui, de peur qu'on se retrouve à la rue, ou si elle croyait réellement que c'était comme ça dans tous les couples. Ma sœur et moi, on ne connaissait que ça, donc bien sûr, on pensait que c'était normal. Quand ma sœur a eu 16 ans, elle s'est mariée et elle est partie. J'avais peur de mon père. Je grimpais sur le toit de la maison pour lui échapper. Il avait le vertige, donc je savais qu'il ne viendrait pas me chercher là-haut. Un rien le mettait en colère. J'étais toujours sur le qui-vive parce qu'il était imprévisible. D'une seconde à l'autre, il pouvait me sauter dessus. La première fois qu'il m'a mise à la rue, j'avais 14 ans et il neigeait. Après ça, il a pris l'habitude de me mettre dehors. À chaque fois, c'était pour une broutille. Et je devais trouver des amis chez qui dormir. À partir de mes 15 ans environ, je ne vivais quasiment plus à la maison. Je demandais toujours à ma mère, « Pourquoi tu le laisses faire ?» Et elle me répondait, « Chérie, je suis complètement impuissante. » On vivait dans la peur, on marchait sur des œufs. Lui, il faisait ce qu'il voulait. Jenny ne se confiait pas vraiment à moi. Elle était sûrement trop gênée d'avouer que dans sa vie, tout n'était pas si rose, finalement. Et encore aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi elle est restée avec lui. Je suppose qu'elle ne voulait pas détruire tout ce qu'ils avaient construit à deux. Ma mère vivait dans le Maryland et à la suite d'un accident de voiture, elle a souffert de graves problèmes à la cheville. Ma sœur a décidé de l'accueillir chez elle, en Virginie. Au début, elle vivait dans leur chambre d'amis. Puis, ils ont décidé d'agrandir leur maison pour que ma mère puisse avoir sa chambre, son salon et sa salle de bain. En revendant sa maison, ma mère a touché 150 000 $, dont 72 000 ont été investis dans ses travaux. Ma mère m'écrivait souvent et un jour, elle m'a demandé pourquoi il lui réclamait 2 500 $ par mois alors qu'elle avait financé elle-même les travaux de sa chambre. En lisant cela, j'étais affligée. Ce n'était pas juste.
À part pour la nourriture, pourquoi aurait-elle dû payer? Et Jenny m'a répondu, « Je sais, Suzy, je sais. » J'ai réalisé qu'elle n'avait absolument aucun pouvoir sur la situation. Je sentais qu'elle s'en voulait terriblement, mais qu'elle n'avait pas le choix. Mon père dépensait sans compter. Il fallait bien qu'il trouve l'argent quelque part. Je sais qu'ils ont fait plusieurs prêts à la banque pour essayer de s'en sortir. Ma mère n'avait aucun contrôle sur la situation. Dans une de ses lettres, ma mère m'expliquait que Michael avait commencé à emprunter sa carte bancaire pour faire des achats. Je me souviens qu'il parlait d'une arme en particulier, un pistolet qui coûtait $7 000 et il le lui fallait absolument. Il a fait un crédit à la consommation au nom de ma mère et elle l'a remboursé. Elle n'avait pas vraiment le choix. Il parlait toujours des enchères qu'il faisait sur eBay. À chaque fois, ma mère demandait, toujours très gentiment, « Est-ce qu'on en a vraiment besoin ?» Il profitait de ma mère et il profitait de ma sœur depuis des années. Il fallait qu'elles partent, toutes les deux, mais elles n'avaient nulle part où aller. C'est un sentiment terrible de savoir qu'une personne qu'on aime est prisonnière d'une situation et de ne pas pouvoir l'aider. Quand j'étais plus jeune, lorsque je regardais des films d'amour, je pensais toujours que l'homme finirait par battre sa femme, parce que je ne connaissais que ça. C'est seulement lorsque j'ai rencontré mon mari que j'ai compris que les vrais hommes ne levaient pas la main sur les femmes. Ils ne les insultent pas. Ils ne les humilient pas. En prenant pleinement conscience de la violence qu'elle subissait, j'ai eu énormément de peine pour elle. Je lui disais que ce n'était pas normal, que c'était de la maltraitance, et je lui donnais des exemples. Petit à petit, l'idée de s'enfuir a commencé à faire son chemin. Un jour, j'ai reçu un appel de Michael qui me disait « Jenny m'a quitté, tu sais où elle est ?» Si j'avais su comment tout ça finirait, j'aurais certainement agi différemment. La première fois que ma mère a envisagé de partir, c'était en 2014. Elle avait pris conscience qu'il n'y avait pas d'amour entre eux. Et elle commençait à voir la gravité de la situation. Un jour, elle a démissionné sans rien lui dire. Elle est partie du travail et elle est venue directement chez moi. J'étais tellement contente. Je ne savais même pas qu'elle l'avait quitté. Michael m'a appelé. Il était fou de rage. Il m'a supplié de lui dire où était Jenny. Il a vraiment insisté. J'ai tout de suite appelé ma sœur. Elle m'a raconté qu'il lui avait pointé un pistolet sur la tempe en lui disant « Si un jour tu me quittes, je te tuerai. » C'est là que tout a basculé. Quand elle m'a dit ça, j'ai vu le vrai visage de Michael. Et j'ai compris la gravité de la situation.
Je lui ai demandé « Et maman ?» Parce qu'elle était toujours là-bas, avec lui, et sa mère à lui, et Jenny n'était plus là. Elle m'a répondu « Je sais ». Encore aujourd'hui, je me sens coupable de lui avoir posé cette question. Si elle est retournée là-bas, c'est probablement parce qu'elle s'est sentie responsable de notre mère. Mon père n'arrêtait pas de l'appeler, de lui laisser des messages sur son répondeur. Il était très insistant. Vous avez 8 nouveaux messages. Elle a décidé de lui redonner une chance. On est allé marcher sur la plage. Et elle pleurait, même si elle essayait de faire bonne figure. J'ai encore cette photo d'elle sur cette plage, souriante et triste à la fois. Je sais qu'elle avait peur de ce qu'il se passerait à son retour. Ce n'était pas sa femme, c'était sa chose. Et il était hors de question que qui ou quoi que ce soit la lui retire. Quelques jours ou semaines après son retour, elle m'a appelé en me disant que les choses allaient mieux. Il lui avait promis qu'il maîtriserait mieux ses dépenses. Ils avaient décidé d'accueillir des résidents chez eux pour qu'elle puisse travailler à domicile et qu'elle n'ait plus à travailler si dur. Après la mort du père de Michael, sa chambre s'est libérée. Donc, ils ont eu l'idée d'héberger des personnes âgées chez eux et de s'occuper d'elles en échange d'un loyer. Lorsqu'ils ont monté leur société, il y avait ma mère et 2 autres personnes. Après le décès de ma mère, Jenny s'est retrouvée à s'occuper de 3 personnes âgées. Début 2016, mon mari et moi, on est partis leur rendre visite quelques jours. J'ai remarqué qu'il y avait des caméras de surveillance un peu partout. Et j'ai demandé à ma sœur à quoi elles servaient. Elle m'a expliqué qu'elles leur permettaient de surveiller d'éventuelles chutes et de pouvoir agir en cas de besoin. Mais il n'y en avait pas en bas, là où Michael et elle vivaient, parce qu'il n'y avait personne d'autre qu'eux. Il y avait 16 caméras dans la maison, réparties principalement dans la cuisine, le salon, le jardin et la zone de stockage, juste à côté du garage. Ma mère commençait ses journées très tôt, parfois dès 4h30 du matin. D'abord, elle les réveillait, puis elle faisait leur toilette, leur servait leur repas, elle les accompagnait à leurs rendez-vous médicaux et s'occupait d'eux tout au long de la journée. Elle n'avait pas de temps pour elle. Lorsque ma sœur avait 3 résidents à domicile, elle percevait environ 11 000 $ par mois. Ses principales dépenses étaient le remboursement du prêt immobilier, les charges et la nourriture. Mais une personne dans l'équation allait anéantir tous ses efforts. Au bout de 2 mois, ça a recommencé. Un banc de musculation flambant neuf, un vélo d'appartement, une nouvelle stéréo, que des appareils très très chers. Il avait aussi une énorme collection d'armes à feu. C'était lui qui dépensait tout cet argent, pas elle.
Il n'a tenu aucune des promesses qu'il lui a faites. Ma mère était épuisée de travailler autant. Et c'était de pire en pire. Un jour, alors qu'on se promenait, ma sœur a reçu un appel. C'était Michael. Il lui disait « Tu dois rentrer à la maison tout de suite ». On n'était partis que depuis 20 ou 30 minutes. Elle m'a regardé en me disant « Désolée, je dois y aller ». Il contrôlait tous ses faits et gestes. Quand Jenny a compris que les choses ne changeraient pas, elle a décidé de le quitter. Un jour, alors qu'elle livrait des produits cosmétiques à des clientes, elle leur a raconté ce qui se passait à la maison. Ses clientes étaient choquées et elles ont voulu l'aider. Donc, elles l'ont mise en contact avec un agent immobilier. Elle a contacté cet agent immobilier en lui expliquant qu'elle essayait de s'échapper de chez elle. Il lui a répondu qu'il avait une chambre à louer chez lui et qu'il serait content d'avoir une présence féminine. Il était veuf et il ne cherchait pas à la séduire. C'était simplement de la gentillesse, mais c'était nouveau pour elle. Maintenant qu'elle avait un endroit où aller, elle a commencé à rassembler ses affaires. Mon père n'a même pas remarqué. Il n'a pas vu que la moitié de ses vêtements étaient dans des cartons, prêts à être envoyés chez moi. Elle avait enfin décidé que c'était terminé. Je me souviens parfaitement de ce jour. Je n'arrivais pas à la joindre. Je me disais qu'elle avait dû laisser son téléphone en bas ou qu'elle devait être occupée. Puis elle m'a rappelé. Elle m'a dit d'un ton paniqué, « Melissa, Michael a découvert que je partais. Je dois y aller. » Je lui ai proposé de venir la chercher. Mais elle ne voulait pas me mettre en danger. Puis elle a dit, « Oh non, il revient. » Et elle a raccroché. Police secours, j'écoute. Madame, pouvez-vous envoyer une ambulance au 215 Stafford Drive? Il y a eu un tir. 215 Stafford Drive. C'est ça. Que s'est-il passé? Ma femme et moi, on s'est disputés. J'ai découvert qu'elle me trompait. Je lui ai tiré dessus, mais je voulais pas la tuer, je le jure. Où est-elle? Dans la baignoire. Dites aux policiers que je fais enfiler ma veste, mes chaussettes, mes chaussures, et sortir les mains en l'air. D'accord, elle est consciente? Oui, je l'entends respirer. Si l'ambulance arrive vite, elle a peut-être une chance de survivre. D'accord, et... Où est l'arme? Je l'ai laissée par terre. Je vais attendre la police devant la maison. D'accord. Merci. Mon commandant m'a appelé en me disant qu'un homme avait tiré sur sa femme. Les policiers sont arrivés sur place. Monsieur Eflin s'est rendu sans résistance. Ils ont retrouvé Madame Eflin dans la baignoire. Elle avait reçu une blessure par balle. Elle a été transportée au centre médical de Winchester, puis héliportée à l'hôpital le plus proche.
Je consultais la page du journal local. Une femme blessée par balle à Stafford Drive. J'ai été prise de vertige. Je tremblais. J'ai couru dans l'hôpital. J'étais tellement soulagée de la voir en vie. C'était tout ce qui comptait. Il était passé à l'acte. C'était la première fois de ma vie que je me sentais totalement anéantie. Je suis restée au pied de son lit, à la regarder, en pensant aux choses inhumaines qu'elle avait dû endurer. Les médecins ont dû lui retirer un œil qui était trop abîmé. Le lendemain, une intervention était prévue pour réparer les veines de son bras, qui présentaient d'importantes lésions. En réalité, c'est son bras qui l'a sauvée. Elle s'est tellement battue. Elle a subi plusieurs opérations au cerveau. Et son état commençait à s'améliorer. Donc ça nous a donné de l'espoir. Au bout de quelques jours, je pouvais voir qu'elle sentait ma présence et celle de Melissa. Elle ne savait pas où elle était, mais elle savait qu'on était là. Monsieur Eflin, je suis là, derrière vous. Oh, vous êtes là? Comment allez-vous? J'ai connu mieux. On était en train d'interroger Monsieur Eflin au poste de police du comté de Frederick. On gère une petite maison de retraite. Elle était montée en laissant son téléphone. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai regardé ses messages et j'ai vu qu'elle parlait à un homme. Il était à l'autre bout du fil? Il s'envoyait des SMS. Des messages, d'accord. Et après avoir découvert ça, j'étais très énervé. Je pensais que ça allait mieux entre nous, mais elle m'a avoué qu'elle avait eu plusieurs aventures. Quand elle était allée voir ma fille, il y a 3 ans, elle était avec un homme. Elle m'a balancé tout ça en pleine face. Et ça m'a brisé le cœur. Il rejetait toute la faute sur elle. C'était elle qui était responsable de tous leurs problèmes de couple. Elle m'a brisé le cœur. Il aurait mieux valu qu'elle parte. Mais elle voulait rester le temps que son petit ami leur trouve un logement. On s'est disputé parce qu'elle discutait avec lui. Donc elle savait bien que j'allais m'énerver si elle continuait. J'ai pris son téléphone, j'ai vu qu'elle l'appelait chérie, et j'ai vrillé. Que s'est-il passé après ça? Eh bien, j'ai pris son téléphone. Elle a attrapé mon bras et s'est mise à me pousser. Et là, elle est devenue complètement cinglée. C'est-à-dire? Elle a déchiré tous les paquets de Noël. Je vois. Elle cassait tout comme une bête enragée. Ensuite, elle est allée dans la salle de bain? Oui, exactement, c'est ça. Elle est allée dans la salle de bain. J'ai attrapé mon fusil. Et j'ai tiré sur la porte. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pensé qu'en lui faisant peur, elle se calmerait peut-être. Parfois on pète les plombs, on n'arrive plus à se contrôler. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé à vous aussi. Oui, ça arrive à tout le monde. Bien sûr. Il essayait de se justifier en disant qu'il avait tout simplement perdu les pédales. Ce soir-là, il a été inculpé pour coups et blessures volontaires avec circonstances aggravantes. Les infirmières étaient optimistes, donc on avait de l'espoir. Elle allait de mieux en mieux, donc elle est sortie des soins intensifs. Mais sa blessure à la tête s'est mise à saigner. On pouvait voir sur son visage qu'elle était très inquiète. Je lui ai demandé si ça allait et elle m'a répondu « oui ».
Et juste après, elle a fait une crise d'épilepsie. J'ai regardé l'infirmière et j'ai su dans son regard que c'était terminé. À ce moment-là, l'enquête s'est transformée en enquête pour homicide. Croyez-moi, j'avais pas l'intention de la tuer. On savait déjà ce que l'accusé allait dire pour sa défense. J'étais furieux. J'ai pointé l'arme vers la salle de bain. Le coup est parti et l'a touché à la tête. Elle savait bien que j'allais m'énerver si elle continuait. Parfois, on n'arrive plus à se contrôler. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Oui, ça arrive à tout le monde. Bien sûr. Le coup de sang, c'est classique. Pour tenter d'éviter la prison à perpétuité pour meurtre au premier degré et réduire sa peine à 10 ans pour homicide involontaire. Mais on était convaincus que ça ne tenait pas la route. Il s'agissait clairement d'un meurtre. Et la victime méritait que justice soit faite. Le meurtre au premier degré est un meurtre commis de façon préméditée et délibérée, sans notion de durée. Ça peut être très rapide. Quelques secondes peuvent suffire pour que l'acte ait un caractère délibéré. Lors de la reconstitution, il nous a fallu environ 15 secondes pour aller chercher le fusil. Puis quelques secondes de plus pour le charger et marcher jusqu'à la salle de bain. Donc 25 à 30 secondes se sont écoulées avant le tir. Il avait largement le temps de se dire « c'est une mauvaise idée ». Légalement parlant, c'est de la préméditation. Dans cette affaire, les faits se déroulent sur la journée entière. Sur les images des caméras de surveillance, on voit qu'il était sur son dos depuis le début de la journée en réalité. Dès le matin, elle échangeait des messages avec cet homme et ils se disputaient. Il a passé la journée à la surveiller et à guetter la moindre occasion de pouvoir fouiller dans son téléphone pour voir si elle lui écrivait ou non. En réalité, sa colère est montée progressivement ce jour-là. Monsieur Heflin n'a pas lâché Madame Heflin d'une semelle. Il a continué à envenimer les choses plutôt que d'essayer de se calmer. Il revenait constamment la voir. Il aurait pu la laisser tranquille. Nos enquêteurs ont fait un travail remarquable. L'enquêteur Schwartz et le reste de l'équipe ont réalisé une analyse balistique permettant de définir la trajectoire qui est cruciale dans cette affaire. Ils ont utilisé des tiges en bois pour déterminer l'angle de tir. Le projectile a traversé la porte presque en ligne droite, avec une légère inclinaison vers la gauche et vers le bas. Mais à peine. Cette information est cruciale. Quand on utilise une arme, ce n'est pas le type de cartouche qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Monsieur Heflin a intentionnellement chargé son fusil avec une chevrotine. Une chevrotine contient moins de projectiles qu'une balle classique, mais ils sont plus gros et plus puissants. Des projectiles de cette taille, tirés à très grande vitesse, font des dégâts considérables, surtout à faible distance. Si votre femme est derrière la porte et que vous tirez sur cette porte, vous savez que vous allez la toucher. L'analyse de la trajectoire que la police a réalisée a permis de révéler la véritable nature de ses intentions.
On était prêts pour le procès. On avait suffisamment de preuves pour obtenir une condamnation. Donc on était confiants. Mais lorsqu'un jury délibère, il y a toujours un risque. L'accusé peut ne pas être condamné ou s'en sortir avec un homicide involontaire. Ses avocats nous ont proposé un accord pour éviter une condamnation pour meurtre au premier degré, qui peut aller de 20 ans de prison à la perpétuité, ce qui laisse quand même à l'accusé la possibilité de sortir un jour. Cet accord nous permettait d'écarter une condamnation pour homicide involontaire et de garantir une peine allant de 5 à 40 ans de prison pour meurtre au second degré. Et on a soumis cette proposition à la famille. Lorsque j'ai entendu cette proposition, j'étais furieuse. Il méritait la peine la plus lourde possible. Ce qu'il a fait était cruel, atroce. Mais on nous a expliqué qu'il purgerait une longue peine et que l'accord permettrait de s'assurer qu'il serait condamné. Donc on leur a fait confiance. L'accord stipulait qu'il ne pourrait pas faire appel de la condamnation, ce qui le rendait un peu plus facile à accepter. On a décidé de traiter l'audience de fixation de la peine comme un mini-procès. Oui, je l'entends respirer. Si l'ambulance arrive vite, elle a peut-être une chance de survivre. On a diffusé l'appel au service d'urgence, des extraits de son interrogatoire. Ces éléments montraient que le fait d'avoir tué sa femme ne semblait pas du tout l'affecter émotionnellement. J'ai attrapé mon fusil et j'ai tiré. Il a agi avec froideur, préméditation, et s'est dirigé vers elle avec l'intention de la tuer. On était satisfait du verdict et de la condamnation. Il passera beaucoup de temps en prison avant de pouvoir espérer une libération. J'aurais souhaité qu'il soit condamné à la peine de mort, par électrocution ou par injection létale, ou qu'il ne sorte jamais de prison. Mais je pense qu'ils ont fait de leur mieux. S'il y a une leçon à retenir de cette tragédie, c'est que Jenny nous a montré l'erreur à ne pas commettre. C'est un avertissement à toutes celles et ceux qui se sentent en danger. Fuyez et retrouvez votre liberté. Jenny s'était inscrite sur la liste des donneurs d'organes. Et grâce à elle, 5 personnes sont encore en vie aujourd'hui. Tout au long de sa vie, Jenny n'a fait que donner, donner, donner. Au moins je sais qu'elle est en paix maintenant. Qu'elle n'est plus maltraitée, rabaissée, ni humiliée. Elle avait choisi de retrouver sa liberté et je serai toujours très fière d'elle.